Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Aviva, l'émission qui se veut bousculer les clichés sur l'entrepreneuriat. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie de changer la vision de l'entrepreneuriat qui peut amener à des freins, ou alors que vous avez envie de changer l'entrepreneuriat à l'intérieur pour qu'il devienne plus impactant, qu'il ait plus d'impact social, sociétal ou environnemental. Et bien ici, justement, on va discuter de ces clichés, ces tabous autour de l'entrepreneuriat, afin de pouvoir donner à réfléchir et à réagir autour de ça. Moi, c'est Maëlle, et je serai l'animatrice de cette émission avec mes invités. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter ? Bien sûr. Jean-Sébastien, donc moi je suis directeur d'investissement chez Inco Investissement et mon rôle c'est d'aller à la rencontre des entrepreneurs qui ont besoin justement de lever de l'argent pour développer leur entreprise et de les accompagner ensuite pour aller vers un changement d'échelle et que la croissance finalement de leur activité soit aussi synonyme de croissance d'impact social ou sociétal. Chouette, merci. Donc moi c'est Audrey, merci de m'avoir invitée. Et donc je suis Head of Impact à la French Tech. Donc la French Tech, qu'est-ce que c'est ? C'est une mission au sein du ministère des Finances qui a pour but de rendre l'écosystème tech français le meilleur possible et notamment le plus diversifié, le plus impactful. Et donc dans ce cadre, j'ai créé un programme qui s'appelle French Tech Tremplin qui finance et qui accompagne pour l'instant 345 entrepreneurs partout en France. Et puis on espère le double de ce nombre dans l'année à venir. Et je suis ravie parce qu'il y a une des lauréates de ce programme qui est à côté de moi, Swad. Bonjour, moi je suis Swad, j'ai fondé Décodeuse. C'est une école de code de la programmation informatique pour les femmes de quartier et de milieux ruraux. Et donc je suis lauréate parmi les 345 entrepreneurs de la French Tech Tremplin. Félicitations. Eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. L'idée de l'émission est simple. Je vais vous présenter des clichés, parfois binaires, assez incisifs. Il faudra réagir, on va discuter ensemble. Et avant de commencer, moi j'ai une question. C'est quoi entreprendre pour vous ? Je commence. Allez. Entreprendre, pour moi, c'est surtout avoir un effet fédérateur, savoir s'entourer et animer en fait une équipe derrière soi autour d'un projet commun. Mais avant tout, c'est être seul et démarrer sans vraiment savoir ce qu'on va faire. Et en fait, c'est vraiment sauter d'une haute falaise et de construire l'avion en vol, quoi. C'est vraiment d'y aller sans savoir vraiment comment on va faire les choses, mais apprendre à les faire pendant la trajectoire, je trouve. Waouh. Ok. Difficile de parler après ça, mais tu dis ça très bien. Pour moi, entreprendre, c'est apporter une solution à un problème. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire à son petit niveau. On peut faire au niveau d'une entreprise, d'une association. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Moi, je travaille pour l'État, mais je considère que j'ai un tempérament entrepreneurial. Il y a beaucoup de gens autour de moi que je considère comme des entrepreneurs, parce qu'ils sont acteurs dans leur vie. Donc voilà, donc moi ce que j'ai envie de montrer, c'est que l'entrepreneuriat peut prendre plein de formes différentes et qu'il n'y a pas que l'image du patron qui représente l'ensemble de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Merci. Je crois qu'on balaye plusieurs visions autour de l'entrepreneuriat et c'est chouette. Du coup, moi j'ai une première question qui me vient. Vous gravitez tous autour d'une question sociale de l'entrepreneuriat par vos métiers ou par les missions que vous portez. Et me vient la question de l'argent autour de l'entrepreneuriat social. Est-ce que c'est tabou de gagner de l'argent quand on est entrepreneur social ? Moi, je trouve que c'est très tabou, ouais. Déjà parce que quand on a envie de résoudre un problème, on a l'impression de rendre service à la société et donc ce service devrait être gratuit ou en tout cas qu'on ne devrait pas s'enrichir. Alors qu'en réalité, moi je trouve que si on apporte une solution à un problème et qu'en plus on peut faire vivre toute une équipe, voire des centaines ou des milliers de personnes autour de cette solution, qu'on peut bien vivre et qu'on peut rendre ce problème, être le problème un peu de toutes les personnes qui participent à la solution, je trouve que c'est important qu'on puisse bien vivre et bien gagner sa vie quand on entreprend et quand on a envie de faire quelque chose de grand.
Je suis d'accord, je pense que l'argent, c'est la clé de la pérennité des entreprises sociales et je pense que Jean-Sébastien, tu ne vas pas me contredire. Effectivement, tu as devancé un peu ma pensée. L'argent, tel que je le conçois, c'est pas forcément une finalité et ça ne doit pas forcément en être une, mais c'est vraiment un outil et c'est vraiment à prendre comme tel. C'est un moyen au service d'une finalité qui est en particulier celle d'avoir plus d'impact. Et effectivement, de la même manière qu'on a besoin de moyens humains, matériels, on a besoin aussi, en l'occurrence, de capital ou d'argent pour se développer. Et après, toute la question est de savoir ce qu'on fait de cet argent. Mais je pense que c'est important de vraiment le considérer comme un outil et pas comme une fin, en fait. Et au sein de la French Tech, est-ce que vous sentez un tabou par rapport aux missions sociales que peuvent avoir des entrepreneurs autour de la tech, justement, et de la lucrativité de ces projets ? Je pense que pour nous, ça l'est pas du tout. En revanche, c'est vrai qu'au sein de l'État, ça peut être un sujet. Mais pour nous, c'est absolument vital. Et la French Tech, on pilote plein de dispositifs de financement. Donc on sait bien que c'est la clé, notamment sur les startups qui sont assez early. Le fait d'avoir accès ou non à du love money, à un petit peu d'argent personnel, etc. C'est ça qui fait la différence entre une entreprise qui décolle ou quelqu'un qui stagne et qui peut-être se réoriente parce qu'il n'arrive pas à accéder aux financements qui vont l'aider à passer à l'échelle supérieure. En tout cas, moi, en tant qu'agent de l'État, constamment, je cherche de l'argent pour financer mes programmes. Donc, j'ai jamais fait de levée de fonds en tant qu'entrepreneur, mais en tout cas, dans notre équipe, on se considère comme tout le temps en levée de fonds pour essayer de convaincre et d'avoir des programmes qui ont encore plus d'impact et qui ont encore plus de financement. Et donc, soit par exemple pour les décodeuses, qui est une association loi de 1901, je pense que cette question de la lucrativité se pose complètement, puisque on connaît, les associations sont à but non lucratif. Comment faites-vous ? Alors, chez Décodeuse, on va chercher des fonds auprès de fondations et d'entreprises via leur politique RSE. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de vouloir aller chercher plus, par exemple, pour faire grandir l'association, pour employer des personnes, pour recruter, pour rendre des services aussi de meilleure qualité. Donc on a quand même une tendance à chercher un peu moins parce qu'on est une asso et qu'on se dit qu'il faut faire les choses en se débrouillant avec ce qu'on a. Donc c'est un vrai problème. Je n'ai pas encore la solution, mais c'est vrai qu'on devrait d'ailleurs beaucoup plus travailler là-dessus pour les associations, aller chercher plus de fonds et mieux accompagner le modèle économique des associations. Oui, c'est vrai que je pense que c'est hyper intéressant et que beaucoup se posent dès le choix du statut, d'ailleurs, lorsque les projets commencent à se monter. Et ça me pose la question d'un deuxième cliché, volontairement direct, à savoir, est-ce que plus on lève des fonds, plus on devient con au sein de ces projets ? J'espère que non, sinon je serai entourée de pas mal de cons. Mais... Effectivement, pour rejoindre ce que disait Audrey, j'espère qu'effectivement nos entrepreneurs qu'on accompagne chez Inco globalement dans l'impact, alors je ne sais pas s'ils deviennent plus intelligents une fois qu'on les a financés, en tout cas j'espère que c'est pas l'inverse. Je pense qu'en général on est plus intelligent à plusieurs et dans l'idée d'accompagner les entrepreneurs par l'investissement notamment à impact, que ce soit par des fonds ou par d'autres personnes, d'autres bailleurs de fonds finalement à qui on doit rendre des comptes. Je pense qu'au-delà de l'aspect purement financier de la levée de fonds qui est évidemment important, il y a cet aspect accompagnement, en tout cas que nous on cherche à amener aussi chez Inco, mais c'est le cas de la plupart des fonds d'investissement. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de structuration et de faire grandir effectivement économiquement, mais aussi dans la structure de l'entreprise ou de l'association, qui permet d'avoir d'autres ouvertures. Et c'est ce que nous disent aussi les entrepreneurs quand ils viennent chercher à s'adosser à un fonds d'investissement. Certes, ils viennent chercher de l'argent, mais pas que. Et ils cherchent des mises en relation, des synergies, vraiment un accompagnement, un autre regard, d'autres compétences qu'ils n'ont pas forcément en interne, soit sur des sujets financiers, de mesures d'impact ou autres. Donc pour répondre à la question directe, je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs. Et justement, est-ce que plus le projet prend de l'ampleur et qu'on change d'échelle, est-ce qu'il n'y a pas cette difficulté à garder cette mission originelle qu'on s'est donnée au tout début, du coup ? Ah si, moi je trouve qu'il y en a beaucoup qui le vivent, ça, le changement d'échelle, la crise de croissance, et qui oublient leur mission
principal. Moi, j'ai souvent entendu des gens dire bon, bah là, avec tout ce qu'on a, allez, on va s'acheter des super meubles, on va faire un super lieu, on va accueillir des super clients. Et moi, ça me paraissait toujours un peu démesuré parce que nous, au départ, dans une association, au contraire, on va aller mettre les fonds pour les actions et pas pour avoir un baby-foot, quoi. Donc du coup, oui, c'est un peu... Le baby-foot, c'est vraiment le cliché de la tech. Si t'es une entreprise dans la tech et que t'as pas un baby-foot, t'as raté ta boîte. Et justement, est-ce que lever des fonds, c'est pas un peu comme gagner au loto d'un coup 2 millions d'euros ? Je me dis que forcément, les relations avec notre réseau, nos partenaires, mais aussi nos bénéficiaires et clients doivent complètement changer. Comment on accompagne ça ? C'est une bonne question qui est pas évidente parce qu'effectivement sur une levée de fonds un peu significative, je pense que ça peut ouvrir de nouvelles perspectives aux entrepreneurs qui ont peut-être pas eu l'habitude justement de gérer une somme d'argent aussi importante et d'où l'importance finalement d'être bien accompagné et que les personnes qui ont participé à cette levée de fonds justement aillent jusqu'au bout de la démarche en ayant une attitude proactive et quelque part en remplissant un peu le contrat qui est établi au moment de la levée de fonds qui est celui de l'accompagnement et c'est vraiment important justement d'avoir une vision claire c'est souvent une des conditions aussi de la réussite d'une levée de fonds. Tu ne me contrediras pas, je pense, Souad, de savoir ce qu'on va faire de cet argent, à quoi, comment il va être utilisé, quelle est la destination de la levée de fonds et finalement de s'y tenir pour finalement avoir une pérennité de l'entreprise et entre guillemets respecter un peu le tableau de marche qu'on s'est donné. Oui, effectivement, ça peut être donc assez déstabilisant, mais il faut construire le tout et être bien accompagné. Et est-ce que à chaque fois, quand un entrepreneur lève des fonds, il est accompagné ? Ou est-ce qu'il peut se retrouver seul et devoir construire tout seul ce changement d'échelle, à votre avis ? Moi, je crois qu'ils sont accompagnés. Hein. C'est quand même un exercice très compliqué, je trouve, d'aller parler à des investisseurs. Déjà, on doit beaucoup travailler l'ensemble des investissements dont on a besoin pour poursuivre. Donc, ça se prépare. Et puis après, il y a le pitch. Et ça, pour convaincre, il faut se préparer. Donc, moi, j'ai l'impression que la majorité sont accompagnés. Il y a même plein d'incubateurs qui proposent justement un accompagnement spécifique. Donc, moi, je crois que puis c'est plutôt une bonne chose d'être accompagné. Y aller comme ça, c'est raté. Et je pense qu'on a la chance de vivre dans un écosystème en France où il y a énormément de solutions d'accompagnement, il y a beaucoup d'incubateurs, il y a beaucoup de fonds qui font aussi de l'accompagnement comme vous le faites chez Inco. Donc c'est vraiment une chance qu'on a et il faut en profiter. Et justement, ça me vient sur un nouveau cliché. Lever des fonds, c'est rendre des comptes, puisqu'on n'est plus tout seul autour de la table. Et est-ce que se rendre compte via donner compte justement de ces fonds, etc., c'est vraiment hyper important, à savoir si je reformule, est-ce que rendre des comptes, c'est se rendre compte ? Pour utiliser un autre cliché, je pense qu'on ne peut améliorer que ce qui se mesure. Et effectivement, que ce soit la mesure économique et financière au travers d'un compte de résultat ou au travers de la mesure d'impact, c'est en général un des éléments clés des projets entrepreneuriaux et spécialement des projets à impact. Et effectivement, je pense qu'une des vertus d'être accompagné via des investisseurs, alors que ce soit public ou des fonds d'investissement privés, c'est justement d'être très clair sur la feuille de route, qu'elle soit financière ou extra-financière justement, et justement dans cette idée de ne pas avoir le sentiment de gagner au loto, mais d'avoir aussi une responsabilité vis-à-vis de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Je crois que la responsabilité, c'est vraiment une notion hyper importante et cruciale de ce qu'on essaye de faire. Donc nous, en tant que programme public, on a aussi des comptes à rendre. On utilise l'argent des Français, donc on a des comptes à rendre sur la manière dont on le fait et l'impact qu'ont nos différents programmes. Donc ça, c'est une première chose. Et par ailleurs, cet investissement qu'on fait dans des entrepreneurs, nous, on investit vraiment dans des talents. On espère aussi que ces talents, ils se sentent une responsabilité par rapport à l'écosystème et qui vont apporter non seulement un modèle de réussite, mais qui vont aussi pouvoir par la suite rendre une partie de ce qu'ils ont reçu en accompagnant eux-mêmes, en conseillant des entrepreneurs. Je sais que Souad le fait déjà à son niveau régulièrement, tu me disais. Oui, je crois qu'en fait, on est quand même nombreux à le faire, ça,
à donner des feedbacks, à donner des retours d'expérience. Mais pour revenir à la mesure d'impact, moi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent, qui se rendent compte au moment où ils le rendent compte, parce que parfois on a l'impression de faire quelque chose de très clair, de très précis, qui répond à un besoin, et on a l'impression qu'on le fait très bien, et on reçoit la mesure d'impact, et là on se dit mince, c'est pas du tout ce que j'imaginais, et les feedbacks sont impressionnants. Ça peut être vraiment complètement différent de ce qu'on attendait. Donc rendre des comptes, ouais, c'est le meilleur moyen de se rendre compte, je pense. Tout en utilisant ta super phrase. Et je me pose la question aussi de l'évaluation tout au long de son projet. Justement, on parle de mesure d'impact. En quoi c'est important de mesurer son impact tout au long de la vie de son projet? Parce qu'on croit que ce qu'on fait, en fait, on a une idée précise de ce que l'on veut faire, mais ça, c'est ce qu'on imagine. Une fois qu'on le met en application, ça ne se passe pas du tout comme on l'imagine déjà. Et ensuite, on travaille avec des personnes qui sont différentes, qui peuvent avoir des valeurs différentes, des parties prenantes qui ont des objectifs différents. Et quand tout ça, ça se croise, il arrive que ça ne ressemble pas à ce qu'on imaginait au départ. Et parfois même, ce qu'on imaginait au départ, ça s'avère faux. Et donc, il faut faire ce que la réalité veut qu'elle soit. Donc, la mesure d'impact, pour moi, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises mesurent leur impact social et environnemental maintenant. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Moi, je te rejoins complètement. Quelque part, c'est même souvent la raison d'être première du projet entrepreneurial. Finalement, au-delà du projet économique, en général, ça part plutôt d'une idée. Pour apporter une solution sociale une solution à un problème social ou environnemental. Et justement, pour ne pas s'écarter au fil du temps, on peut être pris par d'autres priorités ou avoir, pour X ou Y raison, des objectifs qui changent un peu dans le temps. Et c'est pour ça que c'est important de toujours avoir ce fil conducteur, quelque part, et essayer de ne pas s'éloigner, en tout cas dans la mesure du possible, de la vision originale du projet. Et justement, je me pose la question, est-ce que dans la tech, on mesure son impact? On commence. En tout cas, nous, on le fait et on encourage les startups qu'on finance à le faire. La French Tech vient de publier son nouveau classement des French Tech 120 et French Tech Next 40 début février. Et en fait, on va leur demander pour la première fois de prendre la mesure de leur impact. Alors souvent, elles le font déjà de manière autonome. Mais pour la première fois, elles vont vraiment s'engager en collectif à mettre en œuvre des actions de mesure de leur impact à la fois social, environnemental et puis sur l'égalité femmes-hommes, sur la diversité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et je pense que comme ces startups, elles sont très publiques, on parle beaucoup d'elles, le fait qu'elles s'engagent dans cette démarche, ça va avoir un impact fort. Eh ben, nous sommes ravis, je pense, d'entendre ça, c'est hyper positif. Et justement, je crois que la tech, en ce moment, elle va en poupe, n'est-ce pas? Et je me posais une question pour un nouveau cliché. Il faut s'y connaître dans la tech pour entreprendre dans la tech ou pas? Moi, je suis persuadée, oui. Ouais. Oui, il y a une question d'exemplarité, il faut savoir de quoi on parle, et pour savoir de quoi on parle, il faut savoir faire, il faut avoir de l'expérience. La légitimité, elle ne s'acquiert pas en allant parler d'une chose qu'on ne connaît pas. On doit parler de quelque chose qu'on connaît. Moi, quand j'ai commencé Décodeuse, je ne pouvais pas créer un programme de formation sans avoir moi-même été développeuse et savoir où est-ce que ça allait, où est-ce que ça n'allait pas. Les programmes de reconversion professionnelle, il y en a beaucoup. Et quand il y a des échecs dans plein d'autres programmes, on ne peut pas le savoir si on ne l'a pas vécu soi-même. Donc ouais, pour ma part, moi je trouve que c'est hyper important, c'est nécessaire de savoir de quoi on parle. Donc dans la tech, si tu n'es pas techos, fais une formation. D'accord. Et par exemple, sur les entrepreneurs que vous accompagnez ou que tu peux rencontrer au sein de la French Tech, est-ce que tu vois des parcours complètement différents qui, à contrario, ne viennent pas de la tech? Alors, on a un petit peu des parcours comme ça, mais souvent, c'est des gens qui, sur leur parcours entrepreneurial, ont rencontré un cofondateur qui, lui, vient de la tech. D'accord. Par contre, on a beaucoup dans ce programme, par rapport à l'écosystème tech en général, de personnes qui se sont formées elles-mêmes, qui sont allées trouver des cours en ligne. J'avais rencontré une femme, par exemple, qui m'avait vraiment épatée. Pendant qu'elle faisait ses études de pharmacie, elle élevait
je ne sais plus, 2 ou 3 enfants toute seule, et en même temps elle avait une idée qui était tech, mais elle connaissait rien, et elle était allée se former en ligne pendant toute une année entière pour avoir les compétences qui lui permettaient de créer sa boîte tech dans la pharma, tout en gérant sa famille seule. Et là, waouh, c'est ce genre de profil dans notre programme qui me fait me dire que là, on a vraiment un impact fort. Ouais. Les femmes, quoi. Ouais, aussi. Mais justement, tiens, abordons ce cliché-là. Pourquoi dans la tech, il n'y a pas encore de femmes modèles et énormément de femmes modèles justement qui endossent ce rôle que peuvent avoir les Steve Jobs ou je ne sais qui On en est où? Parce qu'elles sont là, non? Elles sont là, mais elles ne sont pas visibles. C'est exactement ça le problème. C'est déjà, on est dans un milieu tech qui est majoritairement occupé par des hommes. Mais ça s'explique aussi par l'histoire. Les hommes ont investi la tech quand c'est devenu très lucratif. Et les femmes, qui étaient elles là au départ, progressivement sont parties faire d'autres tâches. Un peu poussées quand même aussi par les hommes, faut le dire. Mais là, on y revient. Je trouve que c'est une excellente question de parler de rôle modèle. Il n'y en a pas assez, vraiment, clairement. On ne peut pas se projeter si on ne sait pas que ça existe. Donc, clairement, il faut absolument rendre visible toutes ces femmes. Je crois qu'on est vraiment très peu. Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais j'en rencontre pas beaucoup. Et quand je rencontre... 30% de femmes entrepreneurs dans la tech et 30% de femmes employées. Ouais, donc 10% d'entrepreneurs dans la tech, c'est vraiment... Il y a encore du chemin. Ouais. Ça veut dire qu'on est quasi inexistante, donc il faut vraiment qu'on mette au moins en avant les 10%. Je sais qu'il y a quand même des choses qui se font pour rendre visibles les personnes qui sont pas très visibles. Il y a des réseaux de femmes entrepreneurs, il y a des réseaux de femmes dans la tech, mais ouais, moi je trouve que les hommes devraient beaucoup plus s'allier quand même au projet des femmes, les aider à les rendre plus visibles et aussi laisser la place, hein, parce que quand même il y a un fort investissement dans l'espace de la tech par les hommes, donc c'est important de laisser la place aux femmes aussi. Et justement, toi qui viens de la tech, qui a monté un projet tech, qui est une femme, est-ce que tu as rencontré des freins notables ou une histoire, une anecdote qui... Non, parce que moi, j'ai un tempérament de fonceuse. J'ai fait du foot, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait des choses qui sont habituellement faites par des mecs, donc ça ne me dérange pas d'être auprès des hommes. Non, j'ai pas eu de difficulté à faire ma place dans la tech, et puis de toute façon, quand tu sais faire, en fait, on te laisse faire. Mais j'ai rencontré en revanche beaucoup de femmes qui m'ont dit mais comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on fait sa place, comment est-ce qu'on fait parler de soi. Et ça, moi je trouve qu'il faut bousculer, hein, faut prendre la parole, faut parler plus fort, faut adopter les mêmes gestes que les hommes. Donc il y aurait vraiment un changement de posture à avoir en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme peut-être? C'est ça la conclusion Moi je crois qu'il faut que les femmes prennent plus de place, qu'elles prennent plus le pouvoir, et que les hommes acceptent aussi de laisser la place, de laisser le pouvoir, de parler moins fort, d'être un peu plus, de se comporter comme un allié, quoi. Parce que c'est vrai que là, on parle de 2 sujets ensemble qui sont assez révélateurs de ces disparités, à savoir la tech et l'entrepreneuriat, parce qu'on parle des femmes dans la tech qui entreprennent. Donc effectivement, je pense qu'il y a peut-être de grosses questions à soulever. Est-ce que par exemple, chez Inco, vous accompagnez des porteuses de projets dans la tech en ce moment? On a quelques exemples. Je pense notamment à une plateforme qui s'appelle Label Emmaüs, qui est portée par Maud Sarda, qui est effectivement un exemple, en tout cas du on va dire Digital for Good, qui a une belle histoire d'ailleurs entrepreneuriale, à la base d'une idée vraiment solidaire très, très forte, avec des valeurs très ancrées au travers du mouvement Emmaüs, et qui derrière a, notamment grâce à Maud et ses équipes, a réussi à développer un modèle économique qui est en train de très bien grandir. Donc voilà, il y a des exemples de réussite, et effectivement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, plus on aura d'exemples de réussite entrepreneuriale telle que celle-ci, plus ça suscitera aussi des vocations dès les adolescentes, ou en tout cas dès les futures femmes qui voudront entreprendre dans ce secteur, justement en cassant certains plafonds de verre. Il faut casser les codes.
Exactement. Et justement, j'utilise ta dernière phrase pour parler du dernier cliché qui me vient. Tu parles d'éduquer, justement, d'éducation à la technologie, à l'entrepreneuriat. Moi, je me demande, pour être un entrepreneur périn, est-ce qu'il faut venir d'une grande école ? Non. Moi, je viens pas d'une grande école. J'ai fait la fac comme plein de gens de quartier. Et on peut réussir, hein. C'est juste qu'il faut, encore une fois, faut pousser, il faut être positif, il faut y aller. Bon, après, nous, on est habitués quand même à se débrouiller, à faire avec peu. Donc, je trouve que quand on arrive dans l'entrepreneuriat, on est déjà quand même un peu armé on est tombé tellement de fois, on se relève. Ouais, il faut garder l'esprit positif, faut créer du réseau. Ça, c'est la chose qu'on ne sait pas faire quand on vient de loin, quand on n'a pas fait de grande école. Et que, déjà, à la fac, on est seul quand même. Donc, c'est un peu le même état d'esprit quand on arrive dans l'entrepreneuriat. On est seul, on ne sait pas trop comment faire. Et on n'a pas ce réflexe d'aller chercher du réseau, d'aller chercher l'information qui va nous permettre de faire un pas supplémentaire, etc. Donc non, pas de grande école, il n'y a pas besoin. Mais esprit débrouillard, esprit... faut être curieux, en fait, je trouve qu'il faut être un peu une enquêtrice pour être entrepreneur, pour faire sa place. Pas besoin de diplôme pour ça. Et est-ce que dans le paysage actuel, vous trouvez qu'il y a une diversité des diplômes et de vie ? Non. il y a les mêmes profils, il y a quasiment que des clones. Déjà, il y a quasiment que des hommes qui viennent des mêmes réseaux. Quand on arrive, on a l'impression vraiment d'être un ovni, je trouve. Donc déjà, quand on est moi, par exemple, quand j'ai rencontré tous les entrepreneurs de la French Tech Tremplin, ça faisait du bien de voir des gens qui nous ressemblent. Parce que le reste du temps, on n'est qu'avec des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne nous identifient pas, qui ne nous comprennent pas. Donc ouais, c'est un vrai problème de ne rencontrer que des clones. Et c'est peut-être un des effets justement négatifs. On pourrait limite parler d'externalité négative pour prendre un terme de mesure d'impact, où c'est vrai que les projets à fort impact sociaux ont plutôt le vent en poupe. On retrouve et sont quelque part un peu victimes de leur succès, et quelque part ça peut attirer des personnes qui il y a 10 ans n'auraient peut-être pas eu forcément l'idée de monter un projet entrepreneurial impact, et ça peut être une des conditions, enfin une des raisons plutôt justement de retrouver un peu ces profils types, souvent justement issus d'une école de commerce, mais pas que. Et effectivement, c'est un peu une tendance qu'on peut observer maintenant. Mais après, est-ce que ça a déploré ou pas forcément, parce que si la démarche est aussi sincère, et nous en tout cas c'est une des choses qu'on essaye d'évaluer lors de nos due diligence du management quand on investit chez Inco. Si la démarche est sincère et qu'il y a de plus en plus de gens, quel que soit leur parcours, qui ont envie de monter des projets entrepreneuriaux à impact, tant mieux. Et comment vous faites par exemple à la French Tech pour avoir cette diversité de profils accompagnés, et qu'on se sente avec d'autres gens et que ce soit plus agréable, comme on peut avoir un témoignage ici ? Alors, c'est pas automatique, hein. On va aller chercher ces talents. D'accord. Nous, notre équipe, on est basé à Station F. Et c'est vrai qu'à Station F, l'occupant moyen, c'est un mec blanc d'une 30aine d'années qui a fait une grande école de commerce ou une grande école d'ingénieur. Et donc ça, pour nous, on considère que l'écosystème tech français pourra pas être le meilleur et le plus compétitif possible tant que ça sera une réalité. Donc quand on a créé le programme French Tech Tremplin, c'était vraiment pour aller chercher des gens qui sont déjà entrepreneurs, qui ont déjà le talent, les projets, mais qui simplement n'ont pas accès au financement et au réseau. Ce que tu disais sur les grandes écoles, c'est hyper vrai. C'est que instinctivement, quand tu as un problème avec ton entreprise, tu vas regarder sur LinkedIn et tu vois qui dans ton réseau travaille dans tel domaine, et puis voilà, tu lui fais un message. Voilà. Donc si tu n'as pas accès à ces personnes-là, tu n'as pas dans ton entourage des gens qui eux-mêmes ont créé une boîte, qui travaillent aussi dans la tech, qui ont des parcours similaires, déjà tu n'as pas accès à tout ça. Après, dans le programme Tremplin, justement, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup d'autodidactes, on a très peu de grandes écoles, voire très peu d'écoles tout court. On a des gens qui sont vraiment, comme tu le décris, qui se sont faits eux-mêmes, qui sont allés enfoncer les portes qui leur étaient pas ouvertes. Et on espère que ces personnes-là vont nous aider aussi à ramener de plus en plus de personnes dans l'écosystème et à montrer que la tech, c'est pas du tout inaccessible et qu'on n'est pas obligé de rester dans cette image du mec en basket qui se comporte de telle manière, qui parle de telle manière, etc.
Mais bon, pour ça, il nous faut des modèles différents et inspirants, comme tu contribues à le faire, Swad. Et justement, pour conclure, j'ai un dernier cliché qui me vient à l'esprit quand on parle un peu des postures et d'où on vient. Tout ce qui est entrepreneuriat social, économie sociale et solidaire, est-ce que finalement, c'est pas un truc de bobo ? Je sais que ça fait rire, mais je pense qu'on est tous en droit de se poser la question, justement, de ce que ça dégage comme image et par les gens qui l'incarnent aussi, tout ça. Moi, je peux balancer. Bien sûr que c'est hyper bobo. Bien sûr que c'est hyper bobo. Il suffit de voir les solutions que certains proposent. Moi, je vois des applications et des fois, je me dis, mais c'est pas possible, ils ont été financés pour faire ça. Mais à la base, il y a des choses encore plus importantes que ça. Par exemple, je donne un exemple très concret. Bienveillant. Dans un quartier qui se gentrifie, on va avoir des personnes qui vont proposer de financer des boîtes pour rendre, par exemple, les livres plus accessibles. Mais dans le même quartier, il y a des quartiers politiques de la ville, donc il y a des quartiers prioritaires. Et par exemple, ces jeunes-là aussi, ils ont besoin de lire des livres, ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de choses. Il y a des besoins qui sont plus nécessaires que ce que peuvent proposer pas mal d'entrepreneurs sociaux. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de communication entre ces deux mondes parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs sociaux qui pourraient répondre à des besoins de personnes qui ont des besoins vitaux, quoi. Donc, moi, je trouve que ce que je vois, c'est quand même souvent bobo. Je ne sais pas si j'aurais la même conclusion. Effectivement, de loin, et puis il y a quand même des exemples qui l'alimentent. Il y a ce côté un peu bobo de l'entrepreneur social. Par exemple, chez Inco, on suit quand même un certain nombre d'entrepreneurs et je pense qu'il n'y en a aucun vraiment qui rentre vraiment dans ces clichés bobos. Et on voit qu'il y a plein d'initiatives qui ne sont pas uniquement dans le 3e arrondissement de Paris, mais qui sont à Florange, à Saint-Bertrand-de-Comminges ou au fin fond du Gers. Donc, qu'on peut difficilement, je pense, taxer de bobos, avec des projets à fort impact social ou environnemental, qui ont un vrai modèle économique et qui, justement, donnent une vision un peu différente de l'économie sociale et solidaire. Et ça, pour le coup, il y a aussi pléthore d'exemples. Donc, je dirais, il y a un peu les deux visions de l'ESS. Après, moi, je connais que le milieu urbain, je connais pas le milieu rural. Et à mon avis, c'est complètement différent. Les problématiques sont complètement différentes. Mais en tout cas, dans les quartiers urbains de Paris, on voit bien la différence. Je pense qu'il y a un effet générationnel aussi. C'était un sujet qui était très peu visible avant, qui maintenant on commence non seulement à les voir, ces entreprises, mais en plus il y a des solutions de financement dédiées qui commencent à apparaître et à être connues. Donc forcément, comme le sujet est émergent, il peut y avoir des clichés comme ça, mais ça ne décrit pas forcément toute la réalité et la complexité de ces entreprises. Bon, merci. Je crois que ça résume bien tout ce qu'on vient de se dire, à savoir se donner la visibilité. C'est aussi à nous d'incarner cette posture qui va changer et qu'il y a une diversité dans l'entrepreneuriat, mais il faut la prôner. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour continuer à débattre sur ces beaux sujets. Aviva.